Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite au Soudan du Sud disent être déçus par les propos du dirigeant rebelle Riek Machar qui souhaite le report de la formation d'un gouvernement de transition. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, vainqueur des élections législatives, a annoncé qu'il choisirait un de ses membres pour présider le futur gouvernement. On en parle dans ce JT. Et puis au Niger, après la fermeture de la frontière nigériane le 20 août dernier, les commerçants qui dépendent du commerce entre les deux pays subissent d'énormes conséquences. Ils demandent la réouverture de cette frontière. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan du Sud, l'opposant et ancien chef rebelle Riek Machar a promis de ne pas participer au prochain gouvernement d'union qui sera mis en place. Il en a fait l'annonce dimanche à une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il a rencontrée. Voici les détails. L'ancien chef rebelle est non partant pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir. Une annonce qu'il a faite dimanche lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixée au 12 novembre. C'est pour éviter une catastrophe, argument avancé par Riek Machar pour annoncer le nouveau report. L'ancien vice-président de Salva Kiir a indiqué qu'il n'avait pas réussi à s'entendre avec l'autre parti, notamment sur la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. Arrivé à Djouba ce week-end, Riek Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016, lorsqu'un accord de paix antérieur avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant le conflit. Mais selon un membre de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, les problèmes identifiés par Riek Machar peuvent être résolus d'ici le 12 novembre. D'autres signataires de l'accord sont divisés sur un éventuel report de la date butoir. Les États-Unis ont pour leur part déclaré qu'ils n'accepteront pas d'autres retards dans la formation d'un gouvernement de transition et qu'ils réévalueront leurs relations avec le Soudan du Sud et pourraient imposer des sanctions aux dirigeants si un gouvernement n'est pas formé d'ici le 12 novembre. Toutefois, Salva Kiir et Riek Machar devraient poursuivre leur pourparlers ce lundi. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui effectuent une visite au Soudan du Sud pour rencontrer le président Salva Kiir et les signataires de l'accord de paix ont déclaré qu'ils ont été déçus par les propos du dirigeant rebelle Riek Machar qui souhaite le report de la formation du nouveau gouvernement de transition. On écoute. Le Conseil de sécurité appelle les parties de l'accord à accélérer le processus de mise en place des arrangements sécuritaires de transition, à continuer les consultations sur la question du nombre et des frontières des États et à former pacifiquement le gouvernement revitalisé de transition d'unité nationale d'ici le 12 novembre. Nous avons été déçus par les déclarations du Dr Riek Machar, selon lesquelles le cessez-le-feu serait menacé si le gouvernement était formé d'ici le 12 novembre. Cependant, les déclarations des autres acteurs politiques ont mentionné le potentiel des partis autrefois en guerre de s'unir et de former un gouvernement de transition le 12 novembre. Le Conseil de sécurité a souligné l'amélioration significative de la situation au Soudan du Sud, notamment pour la population générale, au cours de l'année passée, grâce à l'accord de paix et au cessez-le-feu. Nous avons également remarqué la diminution des violences politiques qui ont permis à plus de personnes de rentrer chez elles et a contribué au retour de 94 000 personnes déplacées. 5,694,000 displaced persons. Pendant ce temps, au Soudan voisin, le gouvernement d'Abdallah Hamdok a mis en place une commission chargée d'enquêter sur les répressions meurtrières de manifestants intervenus cette année lors de sit-ins à Khartoum et dans d'autres localités du pays. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Mise en place ce dimanche, la commission chargée de faire la lumière sur les différentes répressions meurtrières au Soudan devra éclaircir les circonstances dans lesquelles plusieurs manifestants ont été tués
violés ou jetés dans le Nil lors des protestations devant le ministère de la Défense à Khartoum, siège de la junte qui a pris le contrôle du pays après la chute de El-Béchir. Elle disposera de larges pouvoirs pour citer des témoins, y compris des fonctionnaires, et aura accès aux documents officiels, aux rapports, aux forces de sécurité et aux dossiers médicaux. La nouvelle structure sera chargée d'identifier les responsables de la répression ainsi que d'établir le nombre de morts, de blessés, de disparus et des pertes financières subies par les personnes touchées. Selon les médecins pro-démocratie, près de 130 personnes ont été tuées lors du raid et des violences des 3 et 30 juin dernier. Les militaires qui contestent ces chiffres ont reconnu 87 décès. Plusieurs autres auraient trouvé la mort dans un raid le 30 juin dernier dans la capitale et d'autres villes du pays. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Elle peut également demander l'assistance technique de l'Union africaine qui a joué un rôle de premier plan dans la transition du Soudan. Par ailleurs, la justice soudanaise avait déjà affirmé qu'au moins 8 officiers militaires seront poursuivis en justice pour des crimes contre l'humanité après la mort de manifestants le 3 juin dernier. Du Soudan, rendons-nous en Tunisie où le parti d'inspiration islamiste Ennahda, vainqueur des élections législatives, a fait une annonce ce dimanche. Au terme d'une réunion de son conseil consultatif, Ennahda a annoncé qu'il choisirait une personnalité issue de sa formation pour présider le futur gouvernement. Les images. Après une réunion marquée par des débats approfondis et francs, le Conseil consultatif affirme qu'il lui revient de former un gouvernement qui sera présidé par une personnalité issue de ce parti, a annoncé à la presse Abdelkarim Harouni, président de ce conseil. Le futur chef du gouvernement doit être issu d'Ennahda puisque ce parti est le vainqueur des législatives, a rappelé Harouni, ajoutant que le dialogue se poursuivra pour décider qui sera cette personnalité. Ennahda est arrivé en tête des législatives du 6 octobre dernier avec 52 sièges sur 217 selon les résultats officiels de l'instance chargée des élections. Une fois le président Kaïs Saïed investi, il aura une semaine pour charger Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda, de former un gouvernement. Selon le président, Saïed prêtera serment mercredi 23 octobre. Universitaire à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, Kaïs Saïed, 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Ennahda aura 1 mois renouvelable une fois pour former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés, une tâche ardue dans un parlement morcelé. Ce parti islamiste devance le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, Kalba Tounès, créé en juin et qui rentre au parlement avec 38 sièges. Au Togo, Jean-Pierre Fabre, principal dirigeant de l'opposition, a été investi candidat à la présidentielle prévue début 2020. C'était lors d'un congrès de son parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC, qui s'est tenu ce week-end à Lomé. Plus de 600 participants au congrès l'ont désigné pour son engagement politique, son dévouement total de longues années et ses efforts inlassables en vue de réaliser l'alternance au Togo. Les motions, résolutions et recommandations que vous avez adoptées confirment la détermination du parti à poursuivre une lutte sans répit pour la mise en œuvre des réformes politiques et électorales pour l'équité et la transparence des élections dans notre pays. Vous venez de me renouveler votre confiance en me reconduisant à la tête du parti et en me désignant comme candidat de l'ANC à l'élection présidentielle de 2020. J'accepte d'être le porte-étendard pour réaliser avec vous l'alternance et le vrai changement. Personnage central de l'opposition, Jean-Pierre Fabre a déjà pris part aux élections de 2010 et 2015 et a toujours occupé la 2e place avec respectivement 33,93 et 35,19% des voix. Il faut empêcher le pouvoir en place de voler. C'est ensemble que nous allons exercer la pression nécessaire pour obtenir ce que nous appelons l'amélioration du cadre électoral.
À l'ouverture du congrès vendredi, Fabre avait invité le président Faure Gnassingbé à ne pas briguer un 4e mandat pour éviter des tensions sociopolitiques dans le pays. Le chef de l'État a succédé à son père, le général Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. En bref, au Niger, plus précisément à Danissa, dans le sud, de longues files de camions nigériens et en provenance de pays ouest-africains vides ou chargés de marchandises sont toujours bloqués à la frontière nigériane après sa fermeture de façon unilatérale le 20 août dernier. Les commerçants qui dépendent du commerce entre les deux pays demandent la réouverture de la frontière car sa fermeture est un grand revers pour les affaires. Pour lutter contre la contrebande qui coûte cher à son budget, le Nigeria a décidé de façon unilatérale de fermer sa frontière de plus de 1500 km avec le Niger, de même qu'avec ses autres voisins. Il faut dire que dans la région de Maradi, l'indignation et l'inquiétude gagnent la population dont la majorité vit de l'agriculture et surtout du commerce grâce au flux important d'échanges avec le Nigeria. On écoute. Après la fermeture de la frontière, un produit qui se vendait 500 francs CFA se vend maintenant à 1000 francs ou 2000 francs CFA. Certains ont de l'argent pour acheter ces produits et d'autres non. Alors que devrions-nous faire? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Niger et du Nigeria de s'asseoir autour d'une table pour examiner la situation et d'avoir pitié pour nous tous. En vérité, nous sommes très en colère. Le monde des affaires se détériore. Au nom d'Allah, cette fermeture de la frontière nigériane fait beaucoup de mal aux gens. Les activités qui leur permettent de gagner leur pain quotidien sont au point mort. Donc, nous sommes très en colère contre cette fermeture de la frontière. Avant la fermeture de la frontière, le sac de niébé se vendait à 18 500 francs CFA. Actuellement, il se vend à 17 000 francs CFA ou moins, voire 16 000 francs CFA. Alors pour nous commerçants, fermer la frontière est une véritable tragédie. C'est un grand revers pour les affaires. En RDC, quelques centaines de personnes ont manifesté ce lundi dans les rues de Kinshasa contre la corruption à l'appel du comité laïque de coordination CLC, un collectif proche de l'Église catholique soutenu par l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi. Les manifestants se sont rassemblés en différents points de la capitale congolaise. Ces marches interviennent après l'affaire dite de 15 millions de dollars, le premier grand dossier de corruption présumé depuis l'investiture du président Tshisekedi. Cette manifestation est la première du CLC sous le mandat du nouveau chef de l'État. Il faut dire qu'elle n'a pas drainé autant de monde que fin 2017 lorsque ce même collectif appelait des manifestations contre le président Joseph Kabila. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.